Chapitre 1. Découvrir sa vocation. L'œuvre d'une vie. Dans toute existence humaine sommeille une force silencieuse, une direction intérieure qui précède les choix rationnels et résiste aux pressions extérieures. Cette force n'est ni un caprice, ni un simple goût passager, ni une ambition dictée par l'époque. Elle est plus profonde. Elle se manifeste tôt, souvent dans l'enfance, sous la forme d'une fascination obstinée pour certaines activités, certains objets, certaines idées. Elle attire l'attention avec une intensité qui ne demande aucune récompense extérieure. Elle constitue la matière première de la maîtrise. Le premier chapitre d'Atteindre l'excellence s'ouvre sur cette idée centrale. Chacun possède une vocation latente, une œuvre de vie qui correspond à sa configuration unique, à son génome singulier, à ses inclinations naturelles. La maîtrise ne commence pas par l'acquisition de compétences techniques, elle débute par un retour vers soi, par la redécouverte de cette force cachée. La vie de Léonard de Vinci incarne de manière éclatante cette dynamique. Enfant illégitime, privé des voies traditionnelles d'ascension sociale, il aurait pu se résigner à un destin limité. Pourtant, dans la campagne de Vinci, une curiosité irrésistible l'attirait vers la nature. Il observait les plantes, les oiseaux, les formes de l'eau, la structure des rochers. Il dessinait sans maître, guidé par l'intuition que derrière chaque phénomène visible se dissimulait une loi invisible. Ce détail est essentiel. Léonard ne dessinait pas pour plaire, ni pour répondre à une commande, ni pour gagner de l'argent. Il dessinait pour comprendre. Son regard s'attardait sur les métamorphoses des fleurs, sur la structure des ailes, sur la musculature humaine. Ce qu'il cherchait, c'était la force organisatrice, le principe interne qui transforme une graine en iris, une idée en invention, une observation en découverte. Sa vocation ne fut jamais limitée à la peinture. Elle était plus vaste, comprendre les mécanismes du monde. Cette impulsion l'amena à explorer l'anatomie, l'hydraulique, l'ingénierie militaire, l'architecture. Chaque domaine nourrissait les autres. Ce n'était pas dispersion, mais cohérence profonde. La leçon est claire, la vocation n'est pas un métier, c'est une direction intérieure. Le métier n'en est que la manifestation temporaire. Pourquoi tant d'individus perdent-ils ce contact originel avec leur inclinaison profonde? Le chapitre souligne un processus insidieux. L'enfant agit spontanément selon son intérêt. Il explore ce qui l'attire. Mais avec le temps, les pressions sociales s'intensifient. Attentes parentales, normes scolaires, critères de réussite économique. On apprend à valoriser ce qui est rentable, prestigieux, sécurisé. On s'éloigne de ce qui nous animait réellement. Le résultat n'est pas toujours un échec visible. Parfois, c'est une réussite sociale vide. On peut obtenir un poste respecté, un revenu confortable, et néanmoins ressentir une fatigue diffuse, une perte d'élan, une impression d'aliénation. Cette aliénation ne vient pas d'un manque de talent, mais d'un manque d'alignement. Lorsque l'on agit contre son inclination profonde, l'énergie s'épuise rapidement. L'effort devient lourd. La discipline paraît oppressive. À l'inverse, lorsqu'on travaille dans le sens de sa vocation, la difficulté demeure, mais elle est supportable, elle prend un sens. Un point fondamental du chapitre est l'insistance sur l'unicité biologique. Chaque individu possède un génome unique. Cette singularité se manifeste psychologiquement par des préférences spécifiques, des inclinations particulières. Il ne s'agit pas simplement d'aptitudes visibles ou mesurables par un test de QI. Il s'agit d'un champ d'intérêt qui suscite une curiosité durable. Dans l'enfance, cette inclination apparaît sous forme de jeux répétitifs, d'obsessions constructives, de questions insistantes. Certains enfants démontent des objets pour comprendre leur fonctionnement. D'autres écrivent des histoires, inventent des mondes, organisent des jeux de stratégie, collectionnent des spécimens, expérimentent des sons. La plupart des adultes considèrent ces tendances comme anecdotiques. Or, elles constituent des indices précieux. Elles révèlent l'orientation naturelle de l'esprit. La maîtrise, explique le chapitre, n'est pas le produit d'un talent spectaculaire, mais d'une inclination suffisamment forte pour soutenir des années d'apprentissage intensif. Les biographies des grands maîtres révèlent un schéma commun, une passion initiale, une opportunité décisive, puis un engagement prolongé. Ce processus implique épreuves, doutes, critiques, revers. Sans inclination profonde, la persévérance s'effondre. Le désir joue ici un rôle central. La motivation extrinsèque, argent, reconnaissance, statut ne suffit pas à traverser les longues années d'apprentissage. Seule la fascination intime pour le domaine permet de supporter l'ennui, les répétitions, les échecs. Ce n'est pas l'intelligence abstraite qui distingue les maîtres, mais la qualité affective de leur engagement. L'énergie émotionnelle soutient la concentration. Elle transforme l'effort en exploration. Le chapitre examine ensuite un obstacle culturel spécifique à notre époque, la dévalorisation de la maîtrise.
Dans un monde saturé de distractions, dominé par l'immédiateté technologique, la patience apparaît archaïque. L'effort prolongé semble inutile face aux promesses de raccourcis rapides. On valorise la visibilité plutôt que la profondeur, l'effet immédiat plutôt que la compétence durable. Cette mentalité alimente une passivité subtile. On limite ses ambitions pour éviter l'échec. On adopte un cynisme défensif. À quoi bon? Cette posture protège l'ego, mais atrophie le potentiel. Cependant, la maîtrise exige une relation différente au temps. Elle suppose d'accepter des années d'apprentissage, de considérer le développement comme un processus cumulatif. Refuser cette temporalité, c'est se condamner à la superficialité. Le chapitre rappelle également les découvertes en neurosciences concernant la plasticité cérébrale. Le cerveau n'est pas un organe figé. Il se reconfigure selon les activités répétées. Les synapses se renforcent ou s'affaiblissent selon l'usage. Cette idée renverse le fatalisme génétique. Si l'on choisit la passivité, l'esprit se rétrécit. Si l'on choisit l'engagement, la complexité neuronale augmente. La vocation n'est pas seulement une préférence, elle devient un outil de transformation cérébrale. Travailler dans le sens de son inclination renforce les circuits liés à la concentration, à la créativité, à l'intuition. Ainsi, la découverte de sa vocation n'est pas un luxe romantique, mais une stratégie biologique. Le chapitre suggère plusieurs symptômes indiquant un éloignement de sa voie véritable. Sentiment chronique d'ennui malgré le succès. Dépendance excessive aux loisirs pour compenser le travail. Sensation d'être guidé par les attentes des autres. Manque d'énergie créative. Frustration diffuse, sans cause apparente. Ces signes ne doivent pas être interprétés comme des faiblesses personnelles, mais comme des indicateurs d'un désalignement intérieur. La première étape vers la maîtrise consiste donc à rétablir le contact avec cette force. Cela implique un travail introspectif exigeant. Revisiter l'enfance. Identifier les activités qui suscitaient une absorption totale. Examiner les moments où l'on s'est senti intensément vivant. Distinguer les choix dictés par la peur de se dicter par l'enthousiasme. Il ne s'agit pas de revenir littéralement à l'enfance, mais de comprendre la direction qu'elle indiquait. La vocation ne se manifeste pas toujours immédiatement sous forme de carrière évidente. Souvent, elle nécessite une rencontre, une circonstance, une expérience qui lui donne forme. Dans la vie de Léonard de Vinci, l'apprentissage auprès d'Andrea del Verrocchio fut une étape décisive. Non parce qu'il se contenta d'imiter son maître, mais parce que cet environnement lui permit d'expérimenter. Le hasard joue un rôle, mais il favorise les esprits préparés. Plus on cultive ses intérêts, plus on multiplie les occasions de rencontres significatives. La vocation n'est pas un projet ponctuel, elle est une orientation permanente. Elle peut changer de forme, évoluer, s'élargir, mais elle conserve un noyau cohérent. Pour certains, elle s'exprime par la recherche scientifique. Pour d'autres, par l'art, l'entrepreneuriat, l'enseignement, l'ingénierie, la stratégie. Le domaine importe moins que la profondeur de l'engagement. L'œuvre de toute une vie n'est pas nécessairement grandiose aux yeux du public. Elle est grandiose par son intensité intérieure. Le chapitre invite à un choix clair, accepter la passivité confortable ou embrasser la quête exigeante de la maîtrise. Cette décision n'est pas abstraite, elle s'incarne dans des actions concrètes, comme réorienter sa formation, rechercher un mentor, s'immerger dans un domaine et accepter l'apprentissage long. Ce choix implique de renoncer aux illusions de raccourcis magiques. Découvrir sa vocation ne transforme pas seulement la carrière, cela transforme l'identité. On cesse d'être un individu fragmenté, tiraillé entre attentes externes et désirs internes. On devient cohérent. Cette cohérence génère une énergie nouvelle. Elle alimente la confiance. Elle prépare l'esprit à la phase suivante, l'apprentissage intensif. Le chapitre 1 établit donc le point de départ du processus global décrit dans Atteindre l'excellence. Avant toute technique, avant toute stratégie, il faut identifier la direction intérieure. La maîtrise n'est pas réservée à une élite génétiquement privilégiée. Elle est le résultat d'un alignement entre inclination profonde et force soutenue. L'enfant qui observait les iris dans les champs de Toscane n'était pas destiné par magie à devenir un génie. Il suivait simplement, avec une fidélité obstinée, la force qui l'habitait. La question que pose ce chapitre n'est donc pas « Suis-je assez doué ?» Elle est plutôt « Suis-je prêt à écouter cette force et à lui consacrer ma vie ?» La maîtrise commence au moment précis où l'on répond oui. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Chapitre 2. L'apprentissage idéal. Entrez dans la réalité.
Dans la progression vers la maîtrise décrite dans Atteindre l'excellence, le deuxième chapitre marque un tournant décisif. Après avoir identifié sa vocation, cette force intérieure qui oriente l'existence, l'individu doit désormais se confronter au réel. Cette confrontation prend une forme précise, l'apprentissage. L'apprentissage n'est pas ici envisagé comme une simple acquisition de connaissances, mais comme une immersion totale dans un domaine, un processus de transformation mentale et perceptive. Il s'agit d'un passage obligé, souvent long, parfois ingrat, mais absolument fondamental. C'est dans cette phase que se construit la base de toute maîtrise future. Une fois la vocation identifiée, l'individu est souvent animé par un enthousiasme intense. Il imagine déjà les résultats, les créations, les réussites. Cependant, la réalité impose rapidement ses contraintes. Le domaine choisi révèle sa complexité, ses règles implicites, ses exigences techniques. Ce moment constitue un choc nécessaire. Il détruit les illusions de facilité. Il oblige à reconnaître l'écart entre le désir et la compétence réelle. Green insiste, cet écart n'est pas un problème, mais le point de départ de l'apprentissage. Ceux qui refusent ce choc en cherchant des raccourcis ou en abandonnant trop tôt se condamnent à la superficialité. Ceux qui l'acceptent entrent dans un processus de transformation. L'apprentissage exige une posture particulière, l'humilité. Il faut accepter de ne pas savoir, de faire des erreurs, d'être corrigé. Cette attitude est souvent difficile dans une culture qui valorise la performance immédiate. Pourtant, sans cette disposition, aucune progression réelle n'est possible. L'ego devient alors un obstacle. Il empêche de recevoir des critiques, de reconnaître ses lacunes, d'observer avec précision. L'apprenti doit donc adopter une position paradoxale, être ambitieux dans sa vision, mais modeste dans son exécution quotidienne. Green insiste sur un point essentiel, la maîtrise ne peut être précipitée. Elle repose sur une accumulation progressive de compétences, de connaissances et d'expériences. Cette phase d'apprentissage peut durer plusieurs années. Elle implique répétition, pratique, observation et correction. Chaque détail compte. Chaque erreur devient une source d'information. Loin d'être une perte de temps, cette période constitue un investissement. Elle permet de construire une base solide, sans laquelle toute tentative de créativité ou d'innovation restera fragile. Au fil de l'apprentissage, un changement profond s'opère. L'individu ne voit plus le monde de la même manière. Là où le novice perçoit une surface indistincte, l'apprenti commence à discerner des structures, des nuances, des relations. Cette transformation perceptive est l'un des signes les plus importants du progrès. Elle marque le passage d'une compréhension abstraite à une compréhension incarnée. Apprendre, ce n'est pas seulement accumuler des informations, c'est modifier la manière dont on perçoit la réalité. Green critique implicitement les systèmes éducatifs trop théoriques. Selon lui, la véritable compréhension naît de l'expérience directe. Il faut manipuler, expérimenter, tester. C'est dans l'action que les connaissances prennent sens. Les concepts abstraits deviennent concrets. Les erreurs révèlent des aspects invisibles à la simple réflexion. L'apprenti doit donc privilégier les situations réelles, même imparfaites, plutôt que l'attente d'une préparation idéale. La répétition joue un rôle fondamental. Elle permet d'ancrer les compétences, de renforcer les connexions neuronales, de rendre certaines actions automatiques. Cependant, il ne s'agit pas d'une répétition mécanique. Elle doit être consciente, attentive, orientée vers l'amélioration. Chaque répétition doit intégrer un ajustement, une correction. Ainsi, l'apprentissage devient un processus actif, dynamique. Dans de nombreux domaines, la progression est accélérée par la présence d'un mentor. Cette figure joue plusieurs rôles. Transmettre un savoir implicite. Corriger les erreurs. Orienter l'apprentissage. Offrir un modèle. Le mentor permet d'éviter certaines erreurs et d'accéder à des connaissances difficilement accessibles seul. Cependant, la relation mentor-apprenti n'est pas confortable. Elle implique discipline, exigence, parfois frustration. Le mentor ne cherche pas à flatter, mais à former. L'apprenti doit accepter cette exigence. Il doit apprendre à recevoir des critiques sans les interpréter comme des attaques personnelles. Cette relation repose sur une confiance réciproque et un engagement profond. Green souligne l'importance de l'observation. Avant d'agir, l'apprenti doit comprendre les règles du jeu. Cela implique analyser les experts, étudier les structures, repérer les schémas récurrents. Cette phase d'observation développe l'intelligence stratégique. Un domaine complexe peut sembler intimidant. Pour progresser, il faut le décomposer en éléments plus simples. Chaque compétence est travaillée séparément avant d'être intégrée dans un ensemble.
Cette approche permet de rendre l'apprentissage plus accessible et plus structuré. Plutôt que d'éviter les tâches difficiles, l'apprenti doit les rechercher. Ce sont elles qui stimulent la progression. La difficulté agit comme un catalyseur de développement. En affrontant les obstacles, l'individu développe non seulement ses compétences, mais aussi sa résilience. L'un des pièges majeurs de l'apprentissage est la recherche de résultats rapides. Cette attitude conduit à privilégier des solutions superficielles, à éviter les efforts prolongés. Green met en garde contre cette tendance. La gratification immédiate est incompatible avec la maîtrise. Face aux difficultés, certains abandonnent. Ils interprètent leurs erreurs comme un manque de talent. Cette interprétation est erronée. Les erreurs sont normales. Elles font partie du processus. Ce qui distingue ceux qui réussissent, c'est leur capacité à persévérer malgré les obstacles. Imiter les experts est utile, mais insuffisant. Une imitation mécanique empêche le développement d'une compréhension profonde. L'apprenti doit chercher à comprendre les principes derrière les actions, et non à reproduire uniquement les formes. L'apprentissage exige une attention soutenue. Dans un monde rempli de distractions, cette capacité devient rare et précieuse. La concentration permet d'entrer en profondeur dans une tâche, de percevoir des détails subtils, d'améliorer la qualité du travail. La patience est une vertu essentielle. Elle permet d'accepter le rythme lent du progrès. Elle protège contre l'impatience et la frustration. Cultiver la patience, c'est accepter que la maîtrise se construit sur le long terme. Au fil du temps, l'apprenti acquiert une certaine fluidité. Les gestes deviennent plus naturels, les décisions plus rapides, les erreurs moins fréquentes. Ce passage marque une étape importante. L'individu n'est plus débutant, mais il n'est pas encore maître. L'objectif de l'apprentissage n'est pas seulement de reproduire, mais de préparer la créativité. Une fois les bases maîtrisées, l'individu peut commencer à innover, à développer son style. Cependant, cette créativité repose sur les fondations construites pendant l'apprentissage. Sans elles, elle reste superficielle. Le chapitre 2 de Atteindre l'excellence présente l'apprentissage comme une étape incontournable, un véritable rite de passage. Il s'agit d'un moment où l'individu abandonne ses illusions pour entrer dans la réalité, où il accepte la difficulté pour construire une compétence durable. Loin d'être une phase secondaire, l'apprentissage est le cœur du processus de maîtrise. Il transforme non seulement les compétences, mais aussi la perception, l'attitude, la manière d'être. La question posée implicitement par ce chapitre est simple mais exigeante. Suis-je prêt à consacrer du temps, de l'énergie et de la discipline à cet apprentissage? C'est dans cette réponse que se joue la suite du parcours. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Chapitre 3. Absorber le pouvoir des maîtres. La dynamique du mentor. Il existe dans tout parcours d'apprentissage un moment précis, souvent difficile à nommer, où quelque chose bascule. On ne se contente plus d'apprendre. On commence à créer. Ce passage de l'apprenti au créateur est au cœur de ce que Robert Greene appelle la phase créative active. C'est un moment charnière, délicat, exigeant. Et comprendre ce qu'il implique réellement peut changer profondément la façon dont on aborde son propre développement. Car la créativité dont il est question ici n'a rien de romantique. Elle n'est pas ce souffle mystérieux qui s'empare de l'artiste inspiré. Elle est le résultat d'un processus rigoureux, méthodique, construit sur des années d'accumulation et d'intériorisation. L'originalité véritable n'est pas un point de départ, c'est un aboutissement. Durant la phase d'apprentissage, l'individu observe, reproduit, assimile. Il se conforme aux modèles existants pour comprendre les règles fondamentales de son domaine. Cette étape est indispensable. Elle forge la technique, installe les réflexes, construit la compréhension. Mais elle ne peut pas durer indéfiniment. À un certain moment, une tension apparaît. Une sorte d'inconfort intérieur qui murmure « Je ne veux plus seulement reproduire. Je veux transformer. Je veux créer quelque chose qui m'appartient. » C'est cette tension-là qui marque l'entrée dans la phase créative active. Elle ne doit pas être étouffée, elle doit être écoutée. Greene insiste sur un double écueil. D'un côté, vouloir créer trop tôt, avant d'avoir suffisamment appris, mène à une créativité superficielle, sans fondation solide, qui sonne creux. De l'autre, rester trop longtemps dans l'imitation conduit à la stagnation. L'individu devient techniquement compétent, mais incapable d'innover. Il sait faire, mais il ne sait plus ou n'a jamais appris à créer. Ce qui rend possible l'émergence d'une voix personnelle, c'est un phénomène que l'on pourrait appeler l'intériorisation. Au fil de l'apprentissage, les informations cessent d'être fragmentées. Elles s'organisent, se structurent, forment des schémas cohérents.
Et progressivement, nous n'avons plus besoin de penser consciemment à chaque règle, elle est intégrée, naturalisée, devenue réflexe. C'est dans cet espace libéré que la voix personnelle peut enfin émerger. Elle n'est pas une invention artificielle, construite de toutes pièces. Elle est la combinaison unique de toutes les expériences traversées, de toutes les influences intégrées, de tous les échecs et de toutes les réussites vécues. Elle est, en quelque sorte, la somme de tout ce que l'on a été en train de devenir. L'intuition joue ici un rôle central. On l'imagine souvent irrationnelle, capricieuse, mystérieuse. Mais c'est une erreur. L'intuition est de l'expérience compressée. Elle est le résultat d'une accumulation massive de situations vécues, digérées, transformées en réflexes. Dans la phase créative, elle guide les choix, oriente les expérimentations, permet d'explorer des pistes nouvelles avec une rapidité et une pertinence qu'aucune analyse consciente ne pourrait égaler à elle seule. Il existe un mythe tenace, celui du génie créateur qui surgirait de nulle part, produisant ex nihilo une œuvre absolument originale. Ce mythe est une illusion. Toute innovation, aussi révolutionnaire soit-elle, repose sur des éléments préexistants. La créativité ne crée pas, elle recombine. Elle associe des domaines que personne n'avait pensé à rapprocher. Elle transforme un concept existant, l'adapte à un nouveau contexte, lui donne une nouvelle signification. C'est précisément pourquoi la diversité des influences est si précieuse. Plus nous explorons d'autres disciplines, d'autres cultures, d'autres perspectives, plus nous multiplions les connexions possibles. La créativité naît souvent à l'intersection de domaines distincts, à la frontière entre deux mondes qui, au premier regard, semblaient n'avoir rien à se dire. Élargir ses horizons, c'est enrichir sa capacité à innover. La création ne se passe pas uniquement dans la tête. Elle implique de passer à l'acte, d'expérimenter, d'essayer, de rater, d'ajuster, de recommencer. Toutes les idées ne fonctionnent pas et c'est précisément pour cela que l'expérimentation est au cœur de la phase créative. L'échec n'est pas une défaite. C'est un outil d'apprentissage. Chaque tentative, qu'elle réussisse ou échoue, apporte des informations précieuses et rapproche à sa façon de ce que l'on cherche à produire. La créativité exige un équilibre subtil, suffisamment de liberté pour explorer, suffisamment de structure pour ne pas se disperser. L'individu doit apprendre à naviguer entre ces deux pôles, la disciplinarité de l'apprentissage et la liberté propre à la création. L'un sans l'autre ne fonctionne pas. Trop de rigidité étouffe l'invention. Trop de liberté dilue l'effort. La phase créative s'accompagne presque toujours de résistance interne. La peur de l'échec. La peur du jugement. Ce sentiment diffus et paralysant d'illégitimité, qui suis-je pour créer quelque chose de nouveau? Pour prétendre avoir quelque chose à dire? Ces doutes sont d'autant plus forts que l'on sort des cadres connus, que l'on s'aventure en territoire inconnu. Et ils peuvent, si on les laisse s'installer, paralyser complètement l'action. Comment avancer malgré tout? En acceptant l'imperfection. En produisant régulièrement, même quand on doute. En se concentrant sur le processus plutôt que sur le résultat. La créativité n'est pas un état permanent dans lequel on entre et on reste, c'est une pratique. Une habitude. Quelque chose que l'on cultive jour après jour, avec constance et patience. Travailler quotidiennement, c'est maintenir l'élan, affiner les idées, progresser de manière constante, même quand les avancées semblent minimes. La créativité ne se limite pas à une activité intérieure. Elle doit, à un moment donné, se confronter au réel. Présenter ses travaux. Recevoir des retours. Ajuster ses productions. Cette confrontation avec le monde extérieur est indispensable, elle permet de dépasser une vision trop subjective, de voir ses angles morts, d'éprouver ses idées face à des regards extérieurs. Recevoir des critiques, cependant, exige un équilibre délicat. Il faut être suffisamment ouvert pour intégrer les retours constructifs, et suffisamment solide pour préserver sa vision personnelle. Toutes les critiques ne se valent pas. Certaines enrichissent et affûtent. D'autres, si on y cède trop facilement, risquent de diluer ce qui fait notre singularité. L'enjeu est d'apprendre à les distinguer, accueillir ce qui renforce, résister à ce qui effacerait. Avec le temps, quelque chose de remarquable se produit. Les productions commencent à devenir reconnaissables. Un style émerge. Non pas comme le résultat d'un effort conscient, on ne décide pas de se créer un style, mais comme une conséquence naturelle du parcours parcouru. Ce style reflète les expériences passées, les influences intégrées, les choix personnels, la manière unique de voir et d'interpréter le monde. Et ce style n'est pas figé. Il évolue. Il se transforme avec l'expérience, se précise avec la pratique, se densifie avec le temps. La créativité reste un processus dynamique, en perpétuel mouvement. Ce qui caractérise les grands créateurs, c'est précisément cette capacité à rester en mouvement, à ne jamais considérer leur style comme définitivement accompli.
Avec la liberté vient le risque de dispersion. On peut multiplier les projets sans en approfondir aucun, sauter d'une idée à l'autre sans jamais aller au fond des choses. L'enthousiasme créatif peut paradoxalement devenir un obstacle si l'on ne parvient pas à le canaliser. Maintenir une direction claire, un fil conducteur, reste essentiel même et surtout dans les moments de plus grande liberté. Il existe un autre danger, plus insidieux, l'excès de confiance. Après les premiers succès, certains cèdent à la tentation de croire qu'ils ont trouvé la formule, qu'ils peuvent se permettre de relâcher l'effort. C'est une illusion dangereuse. L'excellence ne se maintient pas sans travail. La remise en question doit rester constante, non par masochisme, mais parce que c'est précisément ce questionnement permanent qui nourrit la progression. La phase créative permet d'intégrer toutes les compétences acquises. L'individu ne se contente plus de savoir, il sait utiliser, transformer, adapter. Il n'est plus seulement un observateur de son domaine. Il en devient un acteur, un contributeur. Cette étape prépare l'accès à la maîtrise véritable et marque la transition entre compétences avancées et excellence. La créativité n'est pas un don réservé à quelques élus. Elle est le résultat d'un processus rigoureux que chacun peut traverser, l'apprentissage d'abord, puis l'intériorisation, puis l'expérimentation, et enfin l'expression. Ces étapes ne se court-circuitent pas. Elles se traversent, l'une après l'autre, avec patience et détermination. La maîtrise, au fond, ne se limite pas à l'accumulation de savoir. Elle implique une transformation active, une capacité à produire, à innover, à exprimer une vision qui n'appartient qu'à soi. Et c'est cette transformation-là, profonde et exigeante, qui distingue celui qui sait de celui qui crée. La question que nous pose cette réflexion est donc simple, mais redoutablement exigeante. Suis-je prêt à dépasser l'imitation pour créer quelque chose qui m'appartient réellement? Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Chapitre 4. L'intelligence relationnelle. Voir les gens tels qu'ils sont. Il existe une forme d'intelligence que l'on néglige presque systématiquement, une faculté que l'on considère souvent comme innée, soit on l'a, soit on ne l'a pas, et à laquelle on consacre rarement un effort délibéré de développement. Pourtant, cette intelligence-là conditionne notre réussite dans presque tous les domaines de la vie, notre capacité à influencer, à convaincre, à collaborer, à nous défendre, et même à penser avec plus de clarté et de créativité. Il s'agit de l'intelligence relationnelle ou intelligence sociale, l'art de voir les gens tels qu'ils sont réellement, au-delà des apparences, des masques et des illusions que nous projetons les uns sur les autres. Le paradoxe est frappant. Nous sommes des êtres fondamentalement sociaux. Depuis notre naissance, nous baignons dans un réseau de relations humaines, nous apprenons à décrypter les visages, les voix, les intentions. Et pourtant, la plupart d'entre nous traversent l'existence avec une compréhension d'autrui étonnamment superficielle. Nous lisons les gens à travers le prisme de nos propres désirs, craintes et préjugés. Nous projetons sur eux ce que nous voudrions qu'ils soient, ou ce que nous redoutons qu'ils soient. Nous réagissons aux mots plutôt qu'aux signaux sous-jacents. Nous nous laissons manipuler sans le savoir, et parfois nous manipulons sans le vouloir. Cette cécité relationnelle a un coût immense. Le chemin vers l'intelligence relationnelle commence par une prise de conscience radicale. Comprendre pourquoi nous voyons si mal les autres, et quels mécanismes nous empêchent de les percevoir avec justesse. Le premier obstacle est en nous-mêmes. Dès notre plus jeune âge, nous développons une vision du monde fondée sur nos expériences personnelles, nos émotions, nos besoins. Cette vision devient notre filtre permanent. Quand nous rencontrons quelqu'un, nous ne le voyons pas vraiment. Nous voyons ce qu'il nous rappelle, ce qu'il représente pour nous, ce que nous espérons ou craignons de lui. Nous sommes, en un sens, prisonniers de notre propre théâtre intérieur. Ce phénomène se manifeste de nombreuses façons. Nous avons tendance à idéaliser certaines personnes, notamment celles qui nous séduisent ou nous impressionnent dans un premier temps. Nous leur prêtons des qualités qu'elles n'ont pas forcément, nous minimisons leurs défauts, nous interprétons leurs actions dans le sens le plus favorable. Inévitablement, la réalité finit par se faire jour, et la désillusion est d'autant plus douloureuse que l'idéalisation était grande. À l'inverse, nous pouvons diaboliser d'autres personnes, leur attribuer des intentions malveillantes sur la base de signes ambigus, et ne plus être capables de les percevoir autrement, même si elles changent réellement. Il y a aussi le piège de la projection. Nous supposons que les autres pensent comme nous, ressentent comme nous, ont les mêmes valeurs et les mêmes priorités. Cette erreur est source d'incompréhension profonde et persistante. Parce que nous nous exprimons directement quand quelque chose nous dérange. Nous supposons que ceux qui ne le font pas n'ont rien à dire. Parce que nous accordons de l'importance à la loyauté, nous croyons que tout le monde partage cette valeur. Ces suppositions nous aveuglent sur la réalité d'autrui. Enfin, il y a le poids des premières impressions. Le cerveau humain forme des jugements extrêmement rapides, souvent en quelques secondes, sur la base d'indices minimes.
l'apparence physique, la poignée de main, le ton de la voix, la façon de se tenir. Ces jugements fulgurants ont une persistance remarquable. Une fois que nous nous sommes forgé une opinion sur quelqu'un, nous avons naturellement tendance à chercher les informations qui la confirment et à ignorer ou minimiser celles qui la contredisent. C'est ce que les psychologues appellent le biais de confirmation. Pour développer une véritable intelligence relationnelle, il faut donc d'abord apprendre à suspendre ces réflexes automatiques. Il faut cultiver ce que l'on pourrait appeler une curiosité patiente, observer davantage, interpréter moins rapidement, laisser les gens se révéler dans le temps plutôt que de les figer dans nos premières impressions. Les grands observateurs de la nature humaine, qu'il s'agisse de diplomates, de négociateurs, de psychologues, d'écrivains ou de stratèges, partagent une qualité commune. Ils regardent les gens avec une attention totale, comme s'ils cherchaient à percer un mystère. Ils ne se contentent pas d'écouter les mots. Ils observent le langage du corps, les micro-expressions, les contradictions entre ce qui est dit et ce qui est montré, les silences chargés de sens. Le langage non verbal est particulièrement révélateur, précisément parce qu'il est moins facile à contrôler que les mots. Un individu peut choisir soigneusement ses paroles, mais son corps trahit souvent ce que sa bouche dissimule. La façon dont quelqu'un se tient, épaules rentrées ou ouvertes, regard fuyant ou direct, gestes nerveux ou assurés, communique un état intérieur que les mots ne disent pas. L'intelligence relationnelle consiste en partie à apprendre à lire ce langage silencieux sans pour autant en faire une science exacte, car les signes restent toujours à interpréter dans leur contexte. Il faut également prêter attention au contexte situationnel. Les individus ne se comportent pas de la même façon dans toutes les circonstances. Quelqu'un peut être chaleureux et ouvert dans un cadre informel, puis froid et défensif dans un cadre professionnel. Un comportement observé une seule fois, dans une situation particulière, ne dit pas grand-chose sur la personnalité profonde de quelqu'un. L'observation juste requiert du temps et de la diversité situationnelle. L'un des aspects les plus intéressants de cette observation approfondie concerne la façon dont les gens se comportent quand ils ne se croient pas observés. C'est dans ces moments-là que les masques tombent, que les vraies attitudes se révèlent. Comment quelqu'un traite-t-il un serveur dans un restaurant, un subalterne au bureau, un inconnu dans la rue? Ces comportements en apparence anodins en disent souvent bien plus que les grandes déclarations de principe. Au-delà des comportements observables, l'intelligence relationnelle vise à comprendre ce qui meut vraiment les gens, leurs désirs profonds, leurs peurs fondamentales, leurs besoins non dits. Chaque individu est guidé par un ensemble de motivations qui sont en grande partie inconscientes. Comprendre ces ressorts intimes, c'est accéder à une clé de lecture extraordinairement puissante. La nature humaine présente des constantes remarquables. Presque universellement, les individus sont mus par le désir de reconnaissance et d'estime. Ils veulent se sentir vus, valorisés, respectés. Cette aspiration fondamentale explique une large part des comportements humains, y compris ceux qui semblent irrationnels ou autodestructeurs. Quelqu'un qui sabote une relation parce qu'il ne se sent pas suffisamment reconnu, quelqu'un qui prend des risques inconsidérés pour prouver sa valeur, quelqu'un qui s'accroche à une position intenable parce que céder lui semblerait humiliant, tous ces comportements deviennent compréhensibles dès lors qu'on les lit à travers ce prisme du besoin de reconnaissance. D'autres motivations universelles structurent le comportement humain, le besoin de sécurité et d'appartenance, la recherche de sens et de cohérence, l'aspiration à l'autonomie, le désir de ne pas être contrôlé ou manipulé. Ces besoins fondamentaux varient en intensité d'un individu à l'autre, et leur combinaison unique chez chaque personne forme ce que l'on pourrait appeler son caractère profond. La difficulté est que ces motivations sont rarement avouées ouvertement. Les gens ne disent pas « je m'oppose à votre projet parce que je crains de perdre mon influence ». Ils disent « votre projet présente des risques techniques que vous n'avez pas évalués ». Comprendre la différence entre le discours de façade et la motivation réelle est une compétence cruciale qui s'acquiert avec l'expérience, la patience et une observation attentive des patterns comportementaux. Toute intelligence relationnelle repose sur une condition préalable indispensable, la maîtrise de soi. Il est impossible de voir clairement les autres si l'on est constamment submergé par ses propres émotions. Quand nous sommes en colère, blessés, anxieux ou exaltés, notre perception d'autrui se déforme proportionnellement à l'intensité de ce que nous ressentons. Les grandes figures qui ont démontré une intelligence sociale remarquable partageaient presque toujours cette capacité à rester calmes et observatrices là où d'autres perdaient leurs moyens. Cette maîtrise de soi ne signifie pas l'absence d'émotion, ce serait à la fois impossible et indésirable. Elle signifie plutôt la capacité à ne pas laisser ses émotions dicter ses réactions immédiates. Elle signifie l'aptitude à prendre du recul, à observer ses propres ressentis avec une certaine distance, à comprendre d'où ils viennent et ce qu'ils disent non seulement sur la situation, mais sur soi-même. C'est ce que l'on appelle parfois la conscience de soi, et elle est le complément nécessaire de la conscience des autres. Pratiquement, cela implique de développer des stratégies pour ne pas réagir à chaud dans les situations chargées émotionnellement. Attendre avant de répondre à un message qui nous a mis hors de nous. Prendre quelques respirations avant d'entrer dans une réunion difficile.
Apprendre à identifier les situations qui déclenchent nos réactions les plus automatiques et les moins réfléchies. Progressivement, cet espace entre le stimulus et la réponse s'élargit, et c'est dans cet espace que réside notre liberté d'action réelle. L'une des clés pratiques de l'intelligence relationnelle est la reconnaissance de certains types de personnalités récurrents. Sans tomber dans la caricature ni les étiquettes réductrices, il est utile de savoir reconnaître les grandes configurations comportementales que l'on rencontre tout au long de la vie. Il y a ceux que l'on pourrait appeler les personnalités narcissiques, des individus profondément centrés sur eux-mêmes, imperméables à la perspective des autres, portés à considérer que leur propre vision des choses est la seule qui vaille. Ils peuvent être fascinants et charismatiques en surface, mais la relation avec eux est fondamentalement asymétrique. Elle tourne invariablement autour de leurs besoins, leur validation, leurs projets. Les reconnaître précocement permet d'adapter son comportement en conséquence, sans nourrir d'illusions sur une réciprocité qui ne viendra pas. Il y a les personnalités défensives, dont la première réaction face à toute critique ou remise en question est de se fermer, de contre-attaquer ou de fuir. Derrière cette défensivité se cache presque toujours une insécurité profonde, une crainte de ne pas être à la hauteur. Aborder ces personnes avec douceur et en prenant soin de ménager leur ego peut ouvrir des portes que la confrontation directe maintiendrait fermées. Il y a les personnalités qui recourent à l'agression passive, ces individus qui n'expriment jamais directement leur hostilité ou leur mécontentement, mais qui les manifestent de façon détournée, retard systématique, oubli répété, petit sabotage imperceptible, remarque à double sens. Reconnaître ce mode relationnel est essentiel pour ne pas se laisser piéger dans des jeux dont les règles restent non dites. Il y a enfin les personnalités réellement toxiques, celles qui, consciemment ou non, trouvent un avantage à déstabiliser les autres, à semer la discorde, à manipuler les situations et les perceptions à leur profit. Face à ces dernières, la meilleure stratégie est souvent la plus simple. Maintenir une distance prudente, éviter de se laisser entraîner dans leur jeu, et ne jamais oublier que l'on ne peut pas changer quelqu'un qui ne souhaite pas changer. Parmi les figures historiques qui ont incarné une intelligence relationnelle exceptionnelle, Benjamin Franklin occupe une place particulière. Sa vie entière témoigne d'une compréhension remarquablement fine de la nature humaine et d'une capacité rare à nouer des relations fructueuses avec les personnes les plus diverses. Franklin cultivait délibérément sa capacité à identifier ce qui rend chaque individu unique. Plutôt que de plaquer sur ses interlocuteurs un modèle préconçu, il s'intéressait genuinement à leur expérience spécifique, à leurs motivations particulières, à leur façon singulière de voir le monde. Cette curiosité authentique lui permettait de tisser des liens là où d'autres n'auraient vu que des obstacles ou des différences insurmontables. Sa stratégie relationnelle était subtile et efficace. Lorsqu'il rencontrait un adversaire ou quelqu'un qui le traitait avec hostilité, il ne cherchait pas à le convaincre par la force de ses arguments, mais à créer les conditions d'un rapprochement progressif. L'une de ses techniques les plus connues consistait à demander une petite faveur à cet adversaire, emprunter un livre, solliciter un conseil, car il avait compris que le fait de rendre service à quelqu'un crée paradoxalement une disposition favorable envers lui. En accordant une faveur, on s'investit psychologiquement dans la relation, et cet investissement génère de la bienveillance. Ce qui est frappant dans l'exemple de Franklin, c'est que son intelligence sociale ne restait pas cantonnée à la sphère des relations interpersonnelles. Elle irradiait dans toutes ses activités. Sa remarquable sensibilité aux nuances de la nature humaine nourrissait sa créativité d'écrivain, aiguisait son observation scientifique, renforçait son efficacité de diplomate. L'intelligence relationnelle, loin d'être un domaine séparé, informait et enrichissait sa pensée dans son ensemble. La maîtrise de l'intelligence sociale ne signifie pas que l'on sera épargné par les conflits, les jalousies ou les attaques. Bien au contraire, ceux qui s'élèvent, qui innovent, qui remettent en question les idées reçues s'exposent invariablement à des résistances et des oppositions. L'histoire est riche d'exemples de penseurs et de créateurs dont les idées novatrices ont suscité des réactions de rejet violentes, de la part de ceux qui avaient le plus à perdre à voir le monde changer. L'exemple du médecin William Harvey est particulièrement éclairant à cet égard. Lorsqu'il proposa, au début du XVIIe siècle, sa théorie révolutionnaire sur la circulation sanguine, il se heurta à une opposition féroce de la part de l'establishment médical de l'époque. Des publications entières furent consacrées à discréditer ses travaux. Harvey choisit une stratégie remarquable. Plutôt que de s'engager dans des polémiques stériles, il continua à accumuler des preuves irréfutables, à cultiver soigneusement ses alliances, et à laisser la réalité de ses découvertes faire leur chemin. Cette posture, tenir bon face aux attaques sans se laisser emporter par la colère ou l'aigreur, utiliser l'opposition comme une invitation à renforcer encore davantage sa position, est l'une des manifestations les plus hautes de l'intelligence relationnelle. Elle requiert une confiance profonde en soi, une vision à long terme, et la capacité à distinguer ce qui mérite une réponse directe de ce qui vaut mieux être ignoré. L'exemple plus contemporain du linguiste Daniel Everett, dont les théories sur le langage bouleversèrent les certitudes de son champ et lui valurent des attaques personnelles virulentes, illustre la même dynamique.
Face à l'hostilité de ses pairs, Everett finit par comprendre que leurs critiques, pour mal intentionnées qu'elles fussent, le contraignaient à renforcer ses arguments, à rendre sa pensée plus rigoureuse, à consolider sa position intellectuelle. Il apprit à accueillir l'adversité comme un instrument de perfectionnement plutôt que comme une injustice à déplorer. L'intelligence relationnelle implique aussi une conscience lucide de la façon dont on est perçu par les autres. Notre image publique, l'impression que nous laissons, la façon dont nous sommes interprétés par ceux qui nous entourent, jouent un rôle déterminant dans notre capacité à avancer dans nos projets. C'est une réalité que les personnes profondément introverties ou centrées sur leur travail ont souvent tendance à négliger, au risque de voir leurs efforts sabotés par des malentendus ou des perceptions erronées. L'artiste Teresita Fernandez incarne cette leçon de façon exemplaire. Sculpteur d'un talent exceptionnel, elle comprit très tôt que l'excellence de son travail ne suffirait pas à elle seule à assurer sa trajectoire. Les artistes ont la réputation d'être peu fiables, peu communicants, enfermés dans leur univers. Plutôt que de laisser ce stéréotype la définir, elle travailla activement à construire une image qui reflétait davantage qui elle était réellement, une intellectuelle rigoureuse, ouverte sur le monde, capable de dialoguer avec des ingénieurs, des scientifiques, des hommes d'affaires aussi bien qu'avec des confrères artistes. Ce travail sur l'image n'avait rien d'une manipulation ou d'une imposture. Il s'agissait plutôt d'une traduction active de sa réalité intérieure en signaux compréhensibles pour le monde extérieur. Il s'agissait de prendre conscience que l'on ne peut pas contrôler ce que les gens penseront de nous, mais que l'on peut influencer considérablement le registre dans lequel ils nous percevront. L'un des obstacles les plus sérieux au développement de l'intelligence relationnelle est le manque de feedback honnête. Nous avons tous des angles morts dans notre comportement social, des habitudes qui froissent les autres, des réactions qui créent de la distance, des façons de nous exprimer qui brouillent notre message. Le problème est que les gens, par politesse ou par peur du conflit, nous disent rarement ce qu'ils pensent vraiment de notre comportement. Nous avançons donc dans la vie en ignorant comment nous sommes perçus, et nous répétons les mêmes erreurs sans en comprendre l'origine. Développer une intelligence relationnelle véritable implique donc d'apprendre à chercher activement ce feedback, et surtout à l'accueillir sans défensivité. Il s'agit de résister à la tentation naturelle de se justifier, de minimiser ou de reporter la faute sur l'autre. Il s'agit au contraire de traiter chaque retour critique comme une information précieuse, une fenêtre sur la façon dont nous sommes réellement vus, et de l'utiliser pour nous améliorer. Cela suppose une relation particulière à son propre ego. Non pas l'annihilation de tout amour-propre, ce serait non seulement impossible mais contre-productif, mais plutôt une certaine légèreté vis-à-vis de l'image que l'on a de soi-même. Les personnalités qui progressent le plus vite sur le plan relationnel sont souvent celles qui ont appris à prendre leur travail très au sérieux sans se prendre elles-mêmes trop au sérieux. Un dernier aspect mérite d'être souligné, car il est souvent ignoré. L'intelligence relationnelle n'est pas seulement utile dans la sphère des rapports interpersonnels. Elle enrichit profondément la pensée créatrice et intellectuelle dans son ensemble. Quand on apprend à voir les autres avec plus de précision, à comprendre la diversité des expériences humaines, à percevoir les motivations cachées et les tensions non dites, on développe une sensibilité au monde qui nourrit la réflexion dans tous les domaines. Les grands scientifiques, les grands écrivains, les grands stratèges ont presque tous cultivé une curiosité intense pour la nature humaine. Cette curiosité leur a permis de poser des questions plus justes, de formuler des hypothèses plus fines, de comprendre les résistances auxquelles leurs idées allaient se heurter avant même de les diffuser. L'intelligence relationnelle est, en ce sens, bien plus qu'un ensemble de techniques sociales. C'est une façon d'être au monde, attentive, curieuse, patiente, profondément intéressée par l'altérité. C'est la capacité à reconnaître dans chaque individu que l'on rencontre un mystère particulier qui mérite d'être exploré, plutôt qu'une case à cocher dans une taxonomie préétablie. L'intelligence relationnelle ne s'acquiert pas en lisant un livre ni en suivant une formation. Elle se développe dans le temps, par l'expérience, par l'observation répétée, par la réflexion sur ses propres erreurs et ses propres réactions. C'est un apprentissage qui ne se termine jamais, précisément parce que les êtres humains sont d'une complexité inépuisable. Ce qui caractérise les individus qui ont atteint un niveau élevé d'intelligence sociale, c'est moins une liste de compétences maîtrisées qu'une orientation générale de l'esprit, un intérêt profond et sincère pour les autres, une humilité face à la complexité de la nature humaine, une patience dans l'observation et une volonté de se remettre en question régulièrement. C'est cette orientation qui, progressivement, transforme la façon dont on voit le monde et dont on s'y meut. Voir les gens tels qu'ils sont, non tels qu'on voudrait qu'ils soient, non tels qu'on craint qu'ils soient, mais tels qu'ils sont vraiment, avec leurs contradictions, leurs besoins, leurs forces et leurs limites, c'est peut-être l'une des compétences humaines les plus précieuses et les plus rares. C'est aussi celle dont le développement apporte les récompenses les plus durables, des relations plus authentiques, des décisions plus éclairées, et une compréhension plus riche et plus nuancée de la condition humaine dans toute sa diversité. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!
Chapitre 5. Redimensionner son esprit en devenant créatif actif. Au fur et à mesure que l'on acquiert des compétences et que l'on intègre les règles de son milieu, on souhaite devenir plus autonome et suivre davantage ses propres inclinations. Les obstacles qui empêchent cette dynamique créative naturelle de s'épanouir ne relèvent pas d'un manque de talent, mais d'une attitude inadaptée. Quand on s'inquiète inutilement, on a tendance à adopter des opinions toutes faites, en s'intégrant au groupe et en appliquant les procédures que l'on a apprises. Mais c'est le contraire de ce à quoi on doit tendre. En sortant de la phase d'apprentissage, il faut devenir plus audacieux. Au lieu d'être satisfait de ce que l'on connaît, on doit étendre le champ de son savoir à des domaines voisins et nourrir son esprit pour qu'il crée de nouvelles associations entre des idées différentes. On doit prendre des risques et étudier les problèmes sous tous les angles possibles. En acquérant une pensée plus souple, on parvient à reformuler les règles même que l'on a intégrées à sa convenance. C'est cette liberté qui conduit au sommet du pouvoir créatif. Depuis le jour de sa naissance, Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791, fut plongé dans la musique. Son père, Léopold, était violoniste et compositeur à la cour de Salzbourg et professeur de musique. Du matin au soir, Wolfgang entendait son père et ses élèves répéter. En 1759, à l'âge de 3 ans à peine, sa sœur Maria Anna commença à prendre des cours de clavecin. Wolfgang, émerveillé par les mélodies simples qu'elle jouait, tentait de les reproduire avec une aisance déconcertante. Léopold découvrit bientôt quelque chose d'étrange chez son fils. Le petit Mozart possédait une mémoire prodigieuse des mélodies et un incroyable sens du rythme, tout cela sans avoir reçu le moindre enseignement formel. Cette passion pour la pratique musicale ne fit qu'augmenter au fil des ans. Chaque soir, ses parents devaient l'arracher à son instrument pour l'envoyer au lit. Son jeu préféré était de reprendre un morceau qu'il avait déjà interprété et d'improviser à partir de ce thème avec un talent délicieusement créatif. Dès son plus jeune âge, Wolfgang se montra exceptionnellement émotif et sensible. Ses sautes d'humeur étaient spectaculaires, irritable un moment, très affectueux l'instant d'après. Il avait l'air sans cesse anxieux, sauf lorsqu'il s'installait au clavier. Là, il était dans son élément. Léopold comprit vite que son fils représentait une opportunité exceptionnelle. Il organisa une grande tournée européenne, de ville en ville, de cour en cour. Ils se produisirent devant le roi Louis XV à Versailles, puis à Londres où de véritables foules se pressaient pour les écouter. Wolfgang stupéfiait le public avec ses artifices. Il jouait un menuet à un doigt, le clavier caché par un tissu. Il déchiffrait en quelques instants les dernières œuvres de compositeurs célèbres. Il interprétait des morceaux de sa propre composition. Ces merveilles stupéfiaient les auditoires, car ses petits doigts volaient sur le clavier avec une virtuosité étourdissante. Financièrement, la tournée fut un énorme succès, mais elle faillit tourner à la tragédie. En 1766, Wolfgang attrapa une forte fièvre en Hollande et perdit beaucoup de poids, sombrant dans l'inconscience. On le crut mort. Miraculeusement, la fièvre baissa et en quelques mois, il se remit. Cette expérience le marqua profondément. Il lui resta une mélancolie chronique et le pressentiment qu'il mourrait jeune. Les années qui suivirent furent difficiles. Après avoir obtenu un poste à la cour de Salzbourg, Mozart s'y sentit vite étouffé. Cette vie provinciale, coupée des grands centres musicaux européens, était en totale contradiction avec l'ampleur de son ambition artistique. Cantonné à composer de charmantes mélodies de cour pour amuser un archevêque peu ouvert d'esprit, il s'éloigna progressivement de la musique. Pour la première fois de sa vie, il composait moins. Chaque fois qu'il entendait un air d'opéra, cela lui rappelait le type de musique qu'il aurait pu créer, et il sombrait dans le découragement. La rupture avec son père et la cour de Salzbourg fut douloureuse, mais décisive. Installé à Vienne, pressé par le temps et conscient qu'il avait énormément à exprimer, Mozart se jeta comme jamais auparavant dans la composition. Toutes ses idées refoulées explosèrent en un feu d'artifice créatif sans précédent dans l'histoire de la musique. 20 ans d'apprentissage l'y avaient parfaitement préparé. Au lieu de réfléchir en termes de notes et d'accords, il pensait en termes de portées entières. Il écrivait aussi vite qu'il entendait la musique dans sa tête. Sa vitesse de composition stupéfiait ceux qui l'observaient. Dans ses symphonies, il allongea la durée des mouvements, glissa des dissonances qui créaient une impression de tension croissante avant de se résoudre dans des finales grandioses. Dans ses opéras, notamment Don Giovanni, il exprima la crainte, l'angoisse, l'extase, la colère, des émotions que la musique de cour légère et conventionnelle n'avait jamais osé explorer. Mozart avait changé pour toujours la musique classique européenne. Ses innovations ne découlaient pas d'un désir de provoquer, mais ruisselaient de son esprit de façon totalement naturelle et incontrôlable, comme l'abeille produit de la cire. Pour redimensionner son esprit, il faut réunir 2 conditions indispensables. D'abord, une connaissance approfondie du domaine ou du sujet. Ensuite, l'ouverture et la souplesse pour utiliser ce savoir de façon nouvelle et originale. Mozart n'était pas un monstre, mais le témoin de jusqu'où peut aller le potentiel créatif que nous possédons tous naturellement.
Quand nous nous penchons sur notre enfance, non pas seulement sur des souvenirs, mais sur ce que nous avons véritablement ressenti, nous touchons du doigt à quel point nous percevions le monde différemment. L'esprit totalement ouvert, nous avions des idées surprenantes et originales. Des choses simples qui ne nous étonnent plus aujourd'hui, comme un ciel nocturne ou notre image dans un miroir, étaient source d'émerveillement. Sans langage structuré, nous pensions de façon préverbale, par images et sensations. Les couleurs nous paraissaient brillantes, vives. Pour nous, tout était jeu. Appelons cette disposition l'esprit originel. Puis vint la nécessité de gagner sa vie et de se conformer aux règles sociales. On se fige dans des ornières de plus en plus étroites. C'est ce que l'on appellera l'esprit conventionnel. Il arrive qu'en découvrant un pays étranger ou en se livrant à des formes de loisirs qui nous libèrent temporairement, on retrouve quelque chose de cet émerveillement enfantin. Mais comme notre esprit n'est pas totalement focalisé sur ces activités, elles ne sont que provisoires et ne sauraient être source de créativité durable. Les maîtres et ceux qui font preuve d'un degré élevé d'énergie créatrice sont simplement des gens qui parviennent à conserver une portion significative de cet esprit originel. Comme les enfants, ils sont capables de penser sans verbaliser de façon visuelle, spatiale ou intuitive, et ont un meilleur accès aux formes préverbales et inconscientes de l'activité mentale, ce qui contribue à leur procurer des idées et une créativité surprenante. Certaines personnes conservent cet esprit enfantin, mais leur énergie créatrice se disperse en tous sens. Elles n'ont pas la patience ni la discipline de supporter un apprentissage prolongé. D'autres sont suffisamment persévérantes pour accumuler un savoir important et devenir spécialistes dans leur domaine, mais leur esprit manque de souplesse. Les maîtres parviennent à concilier discipline et esprit d'enfance, voilà le secret. Vous devez commencer par travailler sur le concept même de créativité. En général, les gens la considèrent comme quelque chose d'intellectuel, c'est-à-dire une façon particulière de penser. En réalité, l'activité créatrice met en jeu l'ensemble de la personnalité, l'émotivité, l'énergie, le caractère et l'esprit. Pour faire une découverte, pour inventer une chose susceptible de toucher le public, pour réaliser une œuvre d'art qui a du sens, il faut du temps et des efforts. Cela exige souvent des années d'essais, d'échecs et de revers, et la nécessité de rester fortement concentré. Ce qui fait la maîtrise, c'est le choix de l'objet de l'énergie créatrice. Quand Thomas Edison assista pour la première fois à une démonstration d'arc électrique, il sut qu'il venait de trouver le défi suprême à relever pour canaliser ses énergies créatrices. La lumière électrique n'était pas une simple curiosité de laboratoire, elle pouvait remplacer l'éclairage au gaz, et le résultat changerait le monde. Edison avait trouvé un défi à la hauteur de sa créativité. Pour l'artiste Rembrandt, les thèmes qui l'attiraient étaient des scènes spectaculaires, notamment bibliques, exprimant les côtés les plus sombres et les plus tragiques de la vie. Il sut saisir l'occasion et inventa une manière toute nouvelle de peindre et de rendre la lumière. Pour favoriser ce processus, il est sage de choisir un thème qui fait appel à votre non-conformisme et exprime votre côté rebelle. En optant pour quelque chose qui vous interpelle en profondeur, vous vous orienterez naturellement dans une direction peu orthodoxe. En second lieu, il faut renoncer à tout espoir de confort et de sécurité. Les efforts créatifs sont par nature risqués. Si vous vous inquiétez de ce que vont penser les autres, si vous pratiquez l'autocensure en fonction des conventions en vigueur, les idées dont vous accoucherez seront ternes et molles. Pensez que vous êtes un explorateur. Vous ne découvrirez rien de nouveau si vous refusez de quitter le port. En 1817, le poète John Keats, âgé de 22 ans, écrivit à son frère une lettre dans laquelle il expliquait ses considérations les plus récentes concernant le processus de création. « Le monde qui nous entoure, écrivait-il, est beaucoup plus complexe que nous ne saurions l'imaginer. Limités par nos sens et notre champ de conscience, nous ne percevons qu'une portion infime de la réalité. Les vrais créatifs mettent leur ego entre parenthèses et s'immergent dans l'expérience de ce qu'ils ont sous les yeux, aussi longtemps que possible, sans céder au besoin de formuler un jugement trop rapide. Cette capacité à supporter et même à embrasser le mystère et l'incertitude est ce que Keats appelle la capacité négative. Tous les maîtres possèdent cette capacité négative au plus haut degré, c'est la source de leur pouvoir de création. De toute sa carrière, Mozart n'a jamais affirmé quelque opinion que ce soit concernant la musique. Il a en revanche assimilé tous les styles qu'il entendait et les a intégrés dans sa propre écriture. Dans le domaine scientifique, le biais de confirmation pousse la plupart des chercheurs à ne retenir que les données confirmant ce en quoi ils croient déjà. Pour renier votre ego, soyez humble devant le savoir. Le grand scientifique Michael Faraday considérait que la connaissance est en progrès constant, et que les plus grandes théories en vigueur à une époque seront toutes réfutées ou modifiées tôt ou tard. En 1832, pendant que Charles Darwin longeait la côte d'Amérique du Sud et s'enfonçait dans l'arrière-pays, il commença à noter les phénomènes étranges sur lesquels il tombait, des os d'espèces animales éteintes depuis longtemps, des fossiles marins près du sommet d'une montagne péruvienne, des espèces insulaires très différentes de leurs homologues sur le continent. Au lieu de chercher immédiatement une explication commode, il accumula des observations pendant des années, oscillant continuellement entre la collecte de données et la réflexion théorique. C'est ce que l'on appellera la méthode itérative,
une charge électrique mentale qui se nourrit d'un renversement permanent de pôles. Nous observons quelque chose qui attire notre attention, nous nous demandons ce que cela signifie, nous élaborons des hypothèses, puis nous retournons à l'observation pour la voir d'un œil différent. Dans notre culture, nous court-circuitons trop souvent ce processus. Nous observons un phénomène qui sollicite notre émotivité et nous nous empressons de formuler des hypothèses sans prendre le temps de les confronter à de nouvelles observations. Les séparant de la réalité, nous imaginons alors n'importe quoi. L'une des meilleures façons de stimuler la créativité est de mettre en veilleuse notre contrôle conscient et de donner à notre esprit la possibilité d'entrer dans un processus d'association libre. Quand nous sommes absorbés par un problème, notre attention se focalise sur un champ limité et nous nous fermons au monde. Quand nous sommes plus détendus, notre champ de conscience s'élargit naturellement. Beaucoup des plus importantes découvertes scientifiques sont nées d'un esprit suffisamment ouvert pour percevoir ce que d'autres n'avaient pas remarqué. Louis Pasteur en offre l'illustration parfaite. Ayant observé que des poules inoculées avec une vieille culture de choléra avaient survécu à une injection d'une culture fraîche, là où toutes les autres mouraient, il réfléchit intensément à ce que cela pouvait signifier. Il comprit qu'il venait de tomber sur un acte médical totalement nouveau, immuniser le corps contre une maladie en lui injectant à petite dose l'agent infectieux concerné. Pasteur en conclut que la chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés. Pour cultiver la sérendipité, gardez en permanence sur vous un petit carnet. Dès qu'une idée ou une observation vous vient, notez-la. Posez votre carnet sur votre table de chevet et consignez-y soigneusement les idées qui traversent votre esprit dans les moments de demi-conscience, c'est-à-dire juste avant de vous endormir ou au réveil. Nous possédons tous une force créatrice innée qui ne demande qu'à être activée. C'est le don de l'esprit originel. L'esprit de l'homme est naturellement créatif. Il cherche en permanence à faire des associations et des connexions entre les choses et les idées. Il a soif d'explorer, de découvrir de nouveaux aspects du monde et d'inventer. Notre plus grand désir est de pouvoir exprimer cette force créatrice qui est en nous. Le vrai génie de Mozart ne résidait pas dans un accident de la nature, mais dans la conjugaison de 20 ans d'apprentissage intensif et d'une libération tardive de toutes les contraintes qui bridaient son expression. Ce qui est en revanche exceptionnel chez lui, c'est la durée et l'intensité de son immersion dans la musique depuis l'enfance, et la force avec laquelle son esprit en était venu à penser en termes purement musicaux. Sa créativité explosive n'était que la conséquence logique de cette préparation hors du commun. Les pouvoirs que peut apporter l'esprit redimensionné sont presque sans limite et à la portée de quiconque accepte de parcourir le chemin qui y mène. Ce chemin exige d'abord une connaissance profonde de son domaine, puis le courage de s'en affranchir. Il exige la capacité de tolérer l'incertitude sans la fuir, de percevoir le monde non pas tel qu'on nous a appris à le voir, mais tel qu'il est véritablement, c'est-à-dire infiniment plus riche, plus ambigu, et plus plein de possibilités que nous ne le supposons. C'est cela redimensionner son esprit. Et c'est cela devenir créatif actif. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Chapitre 6. Fusionner l'intuitif et le rationnel. Les clés de la maîtrise. Nous vivons dans une époque qui célèbre la rationalité comme la forme suprême de l'intelligence. Depuis les Lumières, la pensée occidentale a progressivement érigé la logique, l'analyse et la démonstration en idéaux absolus, reléguant l'intuition au rang de superstition ou de faiblesse de l'esprit. Pourtant, si l'on observe attentivement les grands maîtres de l'histoire, qu'ils soient scientifiques, artistes, artisans ou navigateurs, on découvre quelque chose de troublant. Leurs accomplissements les plus remarquables ne semblent pas découler d'une pensée purement analytique, mais d'une fusion mystérieuse entre deux modes cognitifs que l'on croit généralement opposés. L'intuition et la raison, loin de se contredire, se nourrissent mutuellement. Et c'est précisément cette alliance, difficile à cultiver mais décisive, qui distingue le véritable expert du simple technicien compétent. Ce chapitre tente d'explorer cette fusion à travers des exemples tirés de domaines aussi variés que la navigation polynésienne, la physique théorique, les arts visuels, la biologie animale et les sports de combat. Ce faisant, il révèle une vérité fondamentale sur la nature de la maîtrise. Elle n'est ni purement instinctive, ni purement intellectuelle. Elle est le produit d'une longue immersion dans un domaine, au terme de laquelle la pensée consciente et la pensée inconsciente finissent par travailler de concert, comme deux musiciens rodés qui n'ont plus besoin de partition pour improviser ensemble. L'un des exemples les plus frappants de cette intelligence fusionnée nous vient des anciens navigateurs polynésiens. Bien avant l'invention du GPS, de la boussole ou même des cartes marines élaborées, ces hommes et ces femmes traversaient des milliers de kilomètres d'océan Pacifique avec une précision qui défie encore aujourd'hui notre compréhension. Ils se guidaient à l'aide des étoiles, certes, mais aussi du vent, des vagues, de la couleur de l'eau, des vols d'oiseaux, des changements de phosphorescence, des variations de température qu'ils percevaient en touchant l'eau du bout des lèvres. Ce qui est remarquable, c'est que ces navigateurs ne semblaient pas effectuer un travail conscient et laborieux de déchiffrage. Ils ne calculaient pas. Ils ne consultaient pas méthodiquement une liste de signes.
Un simple regard vers le ciel ou vers l'océan leur fournissait instantanément toutes les informations dont ils avaient besoin. Leur savoir était si profondément intégré qu'il était devenu une seconde nature, une perception totale de leur environnement, incluant ces variables les plus chaotiques et les plus dangereuses. Comment en était-il arrivé là? Par des années, voire des générations, d'immersion totale dans leur milieu. Ces connaissances ne s'apprenaient pas dans des livres. Elles se transmettaient par la pratique, par l'observation répétée, par l'exposition prolongée aux éléments. À force de naviguer, de se tromper, de recommencer, de regarder les anciens faire, leur cerveau avait intégré des milliers de patterns complexes au point de les rendre disponibles instantanément, sans effort apparent. Un observateur occidental décrivit leur habileté en comparant ces maîtres navigateurs à un chauffeur de taxi expérimenté capable de se repérer dans le labyrinthe d'une grande ville. Cette métaphore est éclairante. Le chauffeur expert ne consulte pas un plan à chaque carrefour. Il a intégré la topographie de sa ville si profondément qu'il navigue presque intuitivement, tout en restant capable d'ajuster son itinéraire de manière consciente si une situation nouvelle se présente. C'est exactement cela, la maîtrise. L'inconscient gère le flux ordinaire, le conscient intervient pour les décisions complexes et nouvelles. À l'autre extrémité du spectre, on pourrait croire qu'un génie comme Albert Einstein représente le triomphe pur de la rationalité abstraite. Pourtant, l'examen de son parcours révèle quelque chose de bien différent. Einstein fit, très jeune, deux choix qui sembleraient paradoxaux à quiconque s'attendrait à ce qu'un grand physicien soit avant tout un excellent calculateur. D'abord, il admit honnêtement, à l'âge de 20 ans, qu'il ne serait jamais qu'un scientifique expérimental médiocre. Plutôt que de s'obstiner dans une voie qui ne lui convenait pas, il prit la décision audacieuse de suivre son chemin propre, fondé non sur l'expérimentation rigoureuse mais sur la pensée visuelle et imaginaire. Ensuite, il décida de transformer ce que d'autres auraient considéré comme un défaut, son aversion viscérale pour les équations mécaniques et les démonstrations formelles en méthode de travail. Il commença par des images, par des expériences de pensée, par des intuitions fortes, et laissa ensuite les mathématiques confirmer ou affiner ce que son imagination lui avait déjà révélé. Sa découverte de la relativité restreinte en est l'illustration parfaite. Tout part d'une image mentale, celle d'un homme chevauchant un rayon de lumière. Einstein s'interrogea sur ce qu'il verrait dans ce cas, et cette simple question visuelle le conduisit progressivement à l'une des révolutions scientifiques les plus profondes de l'histoire. La conclusion que tout est relatif sauf la vitesse de la lumière émergea d'abord comme une intuition quasi-esthétique, une sensation de cohérence interne, avant d'être formalisée en théorie mathématique. Le même processus se répéta avec la relativité généralisée, élaborée sur presque 10 ans de maturation intellectuelle à partir d'une seule image mentale fondatrice. La théorie qui en résulta permit de prédire la courbure du trajet des rayons lumineux au voisinage du Soleil avec une précision vérifiée lors de l'éclipse de 1919, à la stupéfaction générale. Ce que le monde prit pour le produit d'un raisonnement surhumain était en réalité le fruit d'une méthode très particulière, laisser l'intuition ouvrir la voie, puis utiliser la rigueur rationnelle pour confirmer, préciser et communiquer. L'histoire de Temple Grandin illustre une autre dimension de cette fusion cognitive, la façon dont une forme d'intelligence atypique, longtemps considérée comme un handicap, peut devenir la source d'une compréhension que les esprits conventionnels sont incapables d'atteindre. Atteinte d'autisme sévère, Temple Grandin fut confronté dès l'enfance à des obstacles que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. La communication verbale lui était difficile, les interactions sociales douloureuses, le monde des conventions humaines profondément opaque. Mais son cerveau fonctionnait d'une manière que peu de gens comprenaient alors. Elle pensait en images. Les informations ne se présentaient pas à elle sous forme de mots ou de concepts abstraits, mais de représentations visuelles tridimensionnelles d'une précision et d'une richesse extraordinaires. Ce mode de pensée lui conférait une capacité unique à percevoir le monde du point de vue des animaux, en particulier des bovins. Là où les éleveurs et les vétérinaires voyaient des bêtes récalcitrantes ou nerveuses sans vraiment en comprendre les raisons, Temple Grandin voyait les sources concrètes de leur peur. Un reflet métallique sur le sol, une ombre mal placée à l'entrée d'un couloir, une odeur persistante. Son empathie sensorielle avec les animaux n'était pas sentimentale, elle était architecturale et fonctionnelle. En s'appuyant sur cette intuition profonde et sur une formation scientifique rigoureuse qu'elle acquit progressivement, elle conçut des systèmes de gestion du bétail révolutionnaires, adoptés dans des abattoirs et des fermes du monde entier. Ces installations réduisaient considérablement le stress des animaux, amélioraient leur bien-être et augmentaient l'efficacité des opérations. Ce qu'elle avait fait, c'était traduire une intuition viscérale, une perception directe et non verbale de l'expérience animale en solutions techniques concrètes et vérifiables. Son parcours illustre quelque chose d'essentiel. La maîtrise n'exige pas que l'on pense comme tout le monde. Elle exige que l'on trouve la forme d'intelligence qui nous est propre et que l'on s'en serve comme point d'appui pour construire une expertise rigoureuse. Temple Grandin ne pouvait pas réussir en imitant les méthodes de ses collègues. Elle devait partir de ce qu'elle était, de ses forces particulières, et construire à partir de là. Nul ne symbolise mieux la fusion de l'intuitif et du rationnel que Léonard de Vinci.
Peintres, sculpteurs, architectes, ingénieurs, anatomistes, musiciens, mathématiciens. La liste de ces champs d'investigation est vertigineuse. Mais au-delà de cette diversité, ce qui frappe chez Léonard, c'est la manière dont il connectait ces domaines apparemment disparates, puisant dans chacun des connaissances qui enrichissaient les autres. Ces carnets témoignent d'une curiosité insatiable et d'une méthode rigoureuse. Il n'observait pas le monde de manière passive. Il le scrutait avec une intensité presque obsessionnelle, notant chaque détail, dessinant encore et encore les mêmes structures jusqu'à en saisir les principes profonds. Ces études anatomiques, réalisées sur des cadavres humains à une époque où c'était à la fois difficile et risqué, lui permirent de représenter le corps humain avec une précision qui dépassait de loin celle de ses contemporains. Mais la véritable intelligence de Léonard ne résidait pas dans l'accumulation de ses connaissances. Elle résidait dans sa capacité à établir des analogies entre des phénomènes que personne d'autre ne rapprochait. Il voyait dans le mouvement de l'eau des lois similaires à celles qui gouvernent le mouvement de l'air, et dans les deux, il percevait des principes applicables à la mécanique, à la biologie, à l'art. Son cerveau fonctionnait comme un réseau de connexions plutôt que comme une hiérarchie de spécialisation. La puissance émotionnelle de ses peintures, le sourire ambigu de la Joconde, les visages d'une vie saisissante qui troublèrent assez profondément ses contemporains pour qu'on rapporte des comportements d'attachement quasi obsessionnels à ses œuvres, ne venaient pas d'une maîtrise technique seule. Elle venait de sa compréhension intime de la structure du visage humain, de la façon dont les muscles et les os créent l'expression, de la relation entre lumière et peau, entre ombre et émotion. Sa technique était au service d'une intuition profonde du vivant. La boxe pourrait sembler un domaine bien éloigné de la physique théorique ou de la peinture de la Renaissance. Pourtant, le parcours de Freddy Roach, l'un des entraîneurs les plus réputés du monde moderne, illustre les mêmes principes avec une clarté saisissante. Fils d'un ancien champion, Roach commença à s'entraîner sérieusement à l'âge de 6 ans et ne s'arrêta plus. À 18 ans, il était professionnel. Il disputa 53 combats au cours d'une carrière de 8 ans, passant plus de temps que quiconque dans les salles d'entraînement, non pas parce qu'il le devait mais parce qu'il aimait cela viscéralement. Cette immersion totale lui permit d'accumuler une connaissance du sport infiniment plus profonde que la plupart de ses contemporains. Quand il devint entraîneur, sous la tutelle d'Eddie Futch, puis à son propre compte, cette connaissance incarnée se transforma en quelque chose d'autre, une capacité de perception quasi instantanée des failles, des forces et des besoins de chaque boxeur. Il ne voyait pas seulement des coups. Il voyait des schémas, des habitudes, des vulnérabilités, des possibilités que d'autres entraîneurs moins expérimentés ne percevaient pas. Mais Roach avait compris quelque chose de crucial que sa propre carrière lui avait enseigné. La force mentale est aussi déterminante que la force physique sur un ring. Un boxeur qui monte en compétition avec une stratégie claire, et la confiance forgée par une préparation rigoureuse a un avantage considérable sur un adversaire plus fort physiquement mais moins préparé mentalement. Son travail d'entraîneur consistait donc autant à construire la clarté stratégique et la solidité psychologique de ses protégés qu'à perfectionner leurs automatismes techniques. Cette double dimension, le corps qui agit instinctivement et le mental qui maintient le cap, reflète exactement la fusion dont il est question dans ce chapitre. Un grand boxeur ne peut pas penser consciemment à chaque coup dans le feu de l'action. Ses réflexes doivent être automatisés. Mais s'il se laisse entièrement gouverner par ses réactions instinctives, il devient prévisible et perd l'initiative tactique. La maîtrise consiste à habiter les deux niveaux simultanément. Ce qui relie tous ces exemples, les navigateurs polynésiens, Einstein, Temple Grandin, Léonard de Vinci, Freddy Roach, c'est le rôle central de l'immersion prolongée dans un domaine. Aucun d'eux n'a atteint la maîtrise par des voies raccourcies. Chacun a investi des années, souvent des décennies, dans une pratique intensive et engagée, développant progressivement une connaissance si profonde qu'elle a fini par se déposer dans des couches plus profondes que la pensée consciente. Ce phénomène correspond à ce que les neurosciences contemporaines appellent la mémoire procédurale ou le savoir implicite, des connaissances qui ne sont plus accessibles seulement par le raisonnement délibéré mais qui sont directement encodées dans les circuits nerveux, disponibles sous forme de perception, d'intuition et de réaction. C'est pour cette raison que l'expert voit instantanément ce que le novice met longtemps à analyser. Il ne calcule pas, il perçoit. Mais cette automatisation n'élimine pas le rôle de la pensée consciente. Elle le transforme. Libérée des tâches routinières désormais gérées par l'inconscient, la pensée consciente peut se concentrer sur les aspects véritablement nouveaux et complexes d'un problème. C'est cette division du travail cognitif qui explique la productivité remarquable des grands maîtres. Ils ne travaillent pas plus fort que les autres, ils travaillent à un niveau différent. Il faut aussi mentionner un aspect souvent négligé de ces parcours, le rôle initiateur de la peur et de l'inconfort. Les navigateurs polynésiens ne se sont pas lancés sur l'océan par pur amour de l'aventure. Ils y ont été poussés par la nécessité, la recherche de nouvelles sources de nourriture, et ils ont dû surmonter une peur immense face à l'immensité chaotique de l'océan. C'est dans ce dépassement progressif de la peur, par l'accumulation d'expériences et la construction d'un système cohérent d'interprétation du monde, qu'ils ont forgé leur maîtrise. De même,
Temple Grandin a dû surmonter non seulement les obstacles liés à son autisme, mais aussi le scepticisme et parfois le mépris de ceux qui jugeaient ses méthodes trop peu conventionnelles et ses intuitions peu scientifiques. Einstein a choisi un chemin risqué, celui de la pensée visuelle dans un domaine dominé par les calculateurs. Léonard a poursuivi des intérêts jugés bizarres ou impudiques par ses contemporains. Freddie Roach a continué à boxer et a entraîné malgré une maladie de Parkinson diagnostiquée à l'âge adulte. Dans chacun de ces cas, la peur ou la résistance n'a pas été un obstacle fatal. Elle a été, au contraire, le signal d'une frontière à franchir, d'un territoire à explorer, d'une compréhension nouvelle à acquérir. La maîtrise n'est pas confortable. Elle se forge dans la friction. Ces réflexions ont des implications importantes pour la façon dont nous pensons l'apprentissage et la formation. Notre système éducatif valorise massivement la pensée analytique explicite, les démonstrations, les formules, les règles généralisables au détriment de l'apprentissage par immersion, par pratique répétée, par observation directe. On apprend à parler des choses plutôt qu'à les faire. On apprend à analyser des situations plutôt qu'à les habiter. La maîtrise réelle exige les deux. Elle exige que les connaissances théoriques soient confrontées à la réalité concrète suffisamment longtemps pour s'incarner dans des intuitions fiables. Un médecin qui connaît parfaitement la théorie mais qui n'a vu que peu de patients réels manque de quelque chose d'essentiel. La capacité à percevoir immédiatement ce qui est significatif dans un tableau clinique, à sentir quand quelque chose cloche même avant de savoir pourquoi. Cette compétence ne s'enseigne pas en cours magistral. Elle se construit dans la pratique répétée sous la guidance de quelqu'un qui possède déjà ce niveau de perception. À l'inverse, la pratique seule, sans cadre théorique rigoureux, produit des habitudes efficaces dans des situations familières mais fragiles face à la nouveauté. Le navigateur polynésien qui ne rencontrerait que des conditions météorologiques connues pourrait se débrouiller avec ses seules intuitions. Mais confronté à des phénomènes climatiques inhabituels, à des eaux inconnues, il aurait besoin d'une capacité à raisonner explicitement sur ce qu'il observe pour adapter ses réponses. La théorie offre ce cadre de pensée flexible que la seule pratique ne peut pas toujours fournir. Ce que ce chapitre démontre, à travers des exemples d'une richesse et d'une diversité remarquables, c'est que la maîtrise véritable n'est jamais le triomphe d'un seul mode de pensée. Elle est toujours une synthèse vivante, en perpétuel réajustement, entre des couches différentes de connaissances et de perceptions. L'intuition sans rigueur produit des illuminations brillantes mais peu fiables, souvent inutilisables. La raison sans intuition produit une compétence solide mais limitée, incapable de saisir les nuances et les connexions inattendues qui font la différence entre le bon et l'exceptionnel. C'est leur fusion, laborieusement construite sur des années d'immersion, de pratique, d'échecs et de remise en question, qui permet à certains êtres humains d'atteindre des niveaux de compréhension et de performance qui semblent, de l'extérieur, presque surnaturels. Le message fondamental est à la fois modeste et exigeant. Il n'existe pas de raccourci vers la maîtrise. Mais il existe un chemin. Ce chemin passe par l'engagement total dans un domaine que l'on a choisi, de préférence un domaine qui correspond à ses forces profondes et à ses intuitions naturelles, et par la volonté de traverser les inconforts et les doutes inhérents à toute progression sérieuse. Au bout de ce chemin, pour ceux qui s'y engagent avec suffisamment de constance et de lucidité, se trouve quelque chose d'assez rare, une intelligence unifiée, capable de voir ce que les autres ne voient pas encore. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt.